Alors j'accueille maintenant Yaniv Benamou, qui est aussi juriste, qui va compléter donc cet exposé, qui est professeur associé à l'Université de Genève et qui est expert aussi en droit d'auteur, notamment dans des instances internationales, droit d'auteur, musées, etc. Bien, bonjour à toutes et tous. Grand merci aux organisateurs pour cette invitation. Je viens de Suisse, de Genève. Je suis très heureux d'avoir participé, écouté attentivement vos présentations. Donc, pour ma part, il y aura probablement des redites ou plutôt des chevauchements avec ce qui a été dit, mais on s'est dit que c'était peut-être aussi intéressant d'avoir une vue différente. Donc, pour ma part, en tant que Suisse, ce sera une vue, disons, un petit peu différente, si j'ose dire, comme un outsider, en tout cas du régime européen et belge. Nous, en Suisse, on a une approche très prudente en termes de réforme législative, donc on essaie de réformer le moins possible. Et puis aussi, en qualité de Genève internationale, plutôt une harmonisation des législations, puisque les modèles d'IA ou la technologie est forcément globale, donc on essaie d'avoir des approches plus globales. Je présume que j'ai été invité en particulier pour mes champs de recherche, donc je travaille beaucoup sur les questions de droit d'auteur d'une part, mais aussi la chaîne de valeur depuis plusieurs années, ce qui m'a conduit à organiser une grande conférence il y a 2 ans au-dessus de Montreux sur le futur de la culture avec la question de rémunération et gouvernance, et en particulier toute la chaîne de valeur en tenant compte non seulement des auteurs, interprètes, mais aussi d'autres personnes qui sont incorporées et qui sont partie intégrante de la valeur de la création. Pour me positionner, peut-être juste trois points pour tout de suite vous indiquer un peu ma position. Donc je plaide, ou j'espère qu'on vit plutôt une période et dans le futur également, de coexistence, plutôt que de concurrence, mais entendez par la concurrence dans le sens où les IA vont vraiment venir bouleverser les métiers, mais je pense plutôt que c'est une coexistence, des hybridations, des dialogues homme-machine, femme-machine, plutôt qu'une réelle concurrence, donc pas dans le sens concurrence-rémunération dont je vais dire quelques mots. Pour vous donner un exemple, je me permets de vous montrer ici une œuvre qu'on présente la semaine prochaine. Donc je suis, comme haute casquette, je suis aussi musicien. Et la semaine prochaine, donc c'est pas pour vous faire de la promotion, vous n'allez pas venir en Suisse, mais la semaine prochaine on fait un concert et on va faire un mapping visuel immersif, donc, parce qu'on a parlé ce matin d'immersion avec l'IA en temps réel, juste pour vous montrer que c'est un travail qui a pris vraiment des cinquantaines ou centaines d'heures avec nos ingénieurs graphistes et d'IA. Et donc là, en temps réel, on aura une IA ou des IA qui vont réagir au son de la musique. Je vous mets juste un extrait très bref. Donc chaque instrument se voit assigner des différentes formes, des différentes IA. Les IA vont réagir en temps réel à chaque son et à chaque instrument des musiciens. Donc là, l'idée, c'était de vous montrer que coexistence dans le sens où on a vraiment travaillé comme des acharnés pour réaliser cette fresque visuelle avec immersion sonore et visuelle. Et donc je pense qu'on va vivre plutôt une période de coexistence. Ceci dit, il existe et il existera des métiers qui vont être peut-être remplacés ou en tout cas transformés. C'est plutôt des pratiques artistiques, plutôt de l'ordre du graphisme, de l'art industriel. On a parlé ce matin de photographie, de retouche. Il y a effectivement des métiers qui vont être amenés à être bouleversés. Je pense que c'est coexistence, en tout cas pour la recherche artistique, les pratiques artistiques vraiment expérimentales et fondamentales qui bénéficient des outils versus une réelle concurrence. Deuxième point, je pense que la créativité n'est pas dans la donnée. Donc on parle beaucoup de siphonnage ou d'extraction des données. Et en fait, la valeur aujourd'hui n'est plus dans la donnée elle-même, puisque déjà elles ont été siphonnées massivement depuis des décennies. Donc en réalité, la créativité, la valeur, elle réside dans ce qu'on fait de la donnée. Et c'est l'enrichissement successif, la production de connaissances à partir du donné, avec un ajout de couches successives qui est vraiment la réelle valeur. Et la donnée, finalement, elle a déjà été siphonnée. Maintenant, il faudra aller chercher la valeur ailleurs, je pense. Troisième point, je vais faire aujourd'hui un focus donc, en 20 minutes sur le droit d'auteur, mais j'attire l'attention sur le fait que déjà le droit d'auteur en tant que tel est souvent réduit à ce qu'on peut appeler une approche économique. On parle d'économie du droit d'auteur, on a parlé de rémunération, on pense souvent à
rémunération économique du droit d'auteur, mais en fait, ça occulte, à mon sens, les autres dimensions de la valeur qui sont souvent sociales, le bien-être, les pratiques expérimentales et les autres dimensions dans la chaîne de valeur qui doivent, à mon sens, être aussi prises en compte et idéalement par le législateur. Et puis encore, au-delà du droit d'auteur, avec l'IA, il y a d'autres questions que le droit d'auteur, ça a été évoqué, je crois, les voix ce matin, le clonage vocal, il y a le droit de la personnalité, le droit à l'image, la protection des données, évidemment les contrats aussi, puisque maintenant les prestataires, via contrat, même lorsque les œuvres sont dépourvues de protection, à travers les contrats, on essaye de se réapproprier des connaissances qui sont parfois dépourvues de droit d'auteur. Et donc j'appelle ici à une approche holistique, quand bien même je me cantonnerai pour les 20 minutes ici à parler surtout droit d'auteur. Alors, structure, aujourd'hui, je vais me référer aussi à un triptyque. Donc, 3 parties. La première partie, c'est la protégeabilité des résultats. Donc, c'est la question de l'output. Est-ce que les résultats, les œuvres générées par IA sont-elles protégeables ? Peut-être contre-pied à ce qui a été dit, on va le voir. Peut-être une approche un peu nuancée à la présentation précédente. Deuxième point, c'est cette réutilisation des données d'entraînement, donc c'est ces training data qui ont été siphonnés, comme je le disais, mais la valeur ne réside plus pas dans ces data qui ont été récupérées. Et puis troisième, peut-être c'est là la valeur ajoutée, j'espère, de la présentation, c'est des réflexions sur la chaîne de valeur, où j'irai au-delà de ces considérations économiques pour essayer de comprendre un petit peu dans la chaîne de valeur de la création, au-delà de l'auteur, au-delà de l'interprète, toutes les personnes qui participent à la création, comment on peut en tenir compte. Alors, cette première partie consacrée à la question des résultats. Les résultats sont-ils protégeables ? Le principe est simple. Donc, le droit d'auteur nous dit qu'il n'y a pas de protection du droit d'auteur en cas... excusez-moi, il y a protection du droit d'auteur uniquement s'il y a un apport créatif fait par une personne humaine, comme l'a rappelé encore récemment dans un arrêt du tribunal américain à l'égard de l'affaire célèbre Monkey Selfie, dans laquelle le VVF américain n'a pas pu plaider des droits d'auteur au Monkey Selfie qui s'est pris par inadvertance en selfie. Et donc, il n'a pas réussi à demander à Wikimedia de stopper la diffusion du fichier au nom des droits d'auteur du Monkey. Et donc, par analogie au Monkey, on peut dire que la machine aussi n'a pas de droit d'auteur, puisque ce n'est pas une personne humaine. Seules les personnes humaines peuvent avoir des droits d'auteur. Alors, le résultat, c'est qu'il n'y a pas de protection de droits d'auteur sans apport créatif humain. Et donc, toute la question, c'est de déterminer la causalité entre l'œuvre générée finale et, dans la chaîne de valeur, s'il y a eu un ou des apports créatifs humains. Et je pense, contre-pied donc peut-être de ce qui a été dit, c'est que à mesure que les outils sont paramétrables, contrôlables, plus les outils vont être sophistiqués, plus les prompt artistes, plus les artistes d'IA vont commencer à contrôler l'outil, plus il devrait y avoir admission de protection de droits d'auteur. Alors pour vous donner l'exemple qui a été aussi évoqué, le théâtre d'opéra spatial de Jason Allen, qui a gagné un concours artistique, là, l'Office américain a effectivement refusé l'enregistrement pour l'œuvre en bas à gauche, comme vous voyez, puisqu'il dit c'est une technologie, l'œuvre résulte uniquement des technologies, l'artiste n'a rien fait d'humain. En revanche, en bas à droite, vous voyez la post-production humaine sur laquelle l'artiste Jason Allen a eu un certain contrôle, puisqu'il a, après des centaines d'heures du prompting et tiré sur toile, puis aussi ajouté des filtres avec de l'IA sur gigapixels, avec ce contrôle de l'artiste sur l'œuvre en bas à droite, là, l'Office américain semble admettre une protection. Et donc, mon point, c'est comme je le disais, à mesure que les outils sont paramétrables, donc là, j'ai pris ce simple exemple de Midjourney, mais on peut vraiment contrôler toutes les briques, la donnée de valeur qui va servir de base pour ajouter le bruit, on peut ajouter des prompts sophistiqués, on peut ajouter le nombre de couches d'e-noise process, on peut vraiment paramétrer à chaque étape l'outil, et je pense qu'en fonction de ce degré de paramétrabilité, on va devoir progressivement admettre la protection des œuvres IA. Alors évidemment, la question sera quel est le degré de paramétrabilité, puisque l'artiste va devoir prouver devant les tribunaux qu'il a eu suffisamment de contrôle. D'ailleurs, la notion, si vous devez retenir un mot-clé, je pense qu'il va revenir à l'avenir dans les tribunaux, c'est contrôle versus aléa. Plus l'artiste a un contrôle sur l'outil, plus le tribunal sera enclin à admettre la protection. Puis ça pose des questions délicates de preuve, puisque les artistes vont avoir des difficultés avec la charge de la preuve devant les tribunaux. En tous les cas, paramétrabilité égale, à mon avis, protection des œuvres IA. Alors,
Dans les défis, là j'ai identifié 3 défis, donc je le disais, quel est le degré de paramétrabilité, je viens d'en parler. Deuxième défi, c'est un risque de surprotection. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais selon des études, dans 3 ans sur les réseaux sociaux, 50% des contenus seront générés par des IA. On parle de données synthétiques ou données générées. Donc 50% du contenu pourrait être pour les internautes de réseaux sociaux générés par l'IA. Et donc si on a une tendance à admettre de protéger relativement facilement en raison du seuil de protection et du degré de paramétrabilité des œuvres IA, on a un risque de surprotection et théoriquement l'internaute, l'utilisateur TRIS, sera le dernier qui sera préjudicié parce qu'il ne pourra plus utiliser les œuvres sur la toile, risque de surprotection et d'inutilité des œuvres sur la toile. Le troisième défi, c'est le risque de sous-protection. Donc en admettant le contre-pied de vouloir pas protéger pour permettre une certaine libre réutilisation, on a un risque de sous-protection et effectivement de concurrence, cette fois-ci dans le sens où les œuvres IA seront en concurrence avec les œuvres humaines, puisque les œuvres IA gratuites non protégées versus les œuvres humaines protégées, avec le risque que les plateformes et les internautes se retournent vers les œuvres IA pour bénéficier de la gratuité et de la non-protection. Alors tout l'enjeu, et je vais en dire quelques mots sur la conclusion, c'est effectivement de trouver l'arbitrage entre cette concurrence entre les œuvres humaines protégées et les œuvres IA non protégées. On pourra reparler rémunération. Deuxième partie ici, c'est pour reparler maintenant des données d'entraînement. Donc cette fois-ci, les données d'entrée qui sont ingérées massivement par les plateformes. Donc vous le savez, on le sait tous, hein, les plateformes, dont les géants de la tech américains, ont siphonné Internet pour extraire des données. Alors la plupart du temps, c'est en violation probablement de droits d'auteur, c'est probablement des données aussi en licence libre, qui ne prévoyaient pas, vous connaissez notamment Creative Commons, qui ne prévoyaient pas le scénario d'intelligence artificielle. Souvent, c'est des données protégées par la protection des données personnelles ou la personnalité. Et donc, en raison de ce scrapping ou ce crawling, puisque ça dépend de la technologie utilisée, on a pour l'acquisition des données, puis ensuite l'entraînement, on a maintenant des plaintes pour violation de droits d'auteur et ou protection des données. Violation de droits d'auteur, on a maintenant en Europe une procédure dont une décision allemande vient de sortir, que je vais commenter tout de suite. Et puis aux États-Unis, des procès très célèbres, maintenant on en dénombre 30. Pour vous donner une idée de catégorie, donc il y a une première catégorie, c'est les artistes visuels et écrivains qui se plaignent que OpenIA a siphonné leurs données pour recracher avec ChatGPT du texte ou avec DALL-E des images. On a une deuxième catégorie, ce sont les développeurs de code qui ont mis sur GitHub, qui se plaignent vis-à-vis de Microsoft et GitHub que leurs codes ont été repris par OpenIA et Microsoft. Et troisième catégorie qui est très célèbre, c'est le New York Times, qui se plaint que OpenIA a siphonné les dépêches de New York Times, et puis maintenant c'est un grand procès. La réponse probablement l'année prochaine, réponse à milliards de dollars, puisque les tribunaux vont devoir trancher. C'était en violation de droit d'auteur, on stoppe le siphonnage, moissonnage de données, ou au contraire, on ouvre les vannes et on permet la réutilisation de ces données. Donc c'est une des décisions très attendues. Alors, qu'en est-il juridiquement? Donc là, juste une dia où j'essaye de synthétiser et rappeler les principes. Donc le principe est le suivant. On a une tendance dans la plupart des juridictions à admettre une protection du droit d'auteur sur ces données d'entraînement, quand bien même uniquement certains contenus informationnels et pas l'artistique même de l'œuvre est utilisé, parce que certains plaident, les défenseurs du logiciel libre ou du moissonnage de données plaident qu'on n'utilise que le contenu informatif. Cet argument est aujourd'hui balayé par certaines juridictions, dont européennes, puisqu'on nous dit maintenant protection du droit d'auteur, ce qui a été confirmé dans le AI Act, le règlement de l'IA. Donc a priori, les données d'entraînement, même si on n'utilise que des données, des 0 et des 1 pour entraîner, elles sont protégées par le droit d'auteur. Ça, c'est le principe. Mais après, il y a l'exception. Il existe des exceptions qui permettent, nonobstant cette protection, de réutiliser ces données. C'est l'exception de fouille et extraction de données en Europe, l'exception très large au Japon qui a été évoquée. Mais ensuite, il y a l'exception de l'exception, c'est-à-dire cette exception de fouille et extraction de données peut être rendue inapplicable si les ayants droit déclarent s'y opposer. C'est ce qu'on appelle le droit de réservation ou l'opt-out. Donc là, les ayants droit peuvent dire « je refuse que cette exception soit applicable » et on entre dans l'exception de l'exception. Les géants ou les fournisseurs d'IA ne peuvent plus réutiliser les données au nom de l'exception.
Pour garantir que les ayants droit fassent valoir leur droit d'opt-out, on a une obligation de transparence qui a été intégrée dans l'IA Act. Pour info, il y a aussi un projet américain qui prévoit aussi que l'intelligence artificielle générative ait une obligation de divulgation également des datasets. Alors, quel est le résultat de ce schéma ? Le résultat, il est le suivant, en tout cas 2 points. Le premier, c'est qu'on peut parler d'un certain hiver des données. Je crois que ce matin, vous aviez évoqué aussi le printemps, mais de l'IA. Eh bien, les juristes parlent de l'hiver des données, ou data winter, parce qu'en raison de cette incertitude juridique aux États-Unis, et puis difficulté de l'opt-out européen, eh bien, il y a une tendance à ce que les sites web stoppent le moissonnage à travers des robots qui interdisent le moissonnage sur leur site. Et puis, on a aussi les ayants droit. Comme vous voyez ici, une déclaration assez connue de beaucoup d'ayants droit, un consortium d'ayants droit, qui ont déclaré sortir du régime d'exception. Donc, une tendance à ce que le web s'amenuise, où les données se rendent un peu, se raréfient. Par contre, ce que je trouve un peu paradoxal, c'est que les données ont déjà été siphonnées et utilisées à foison ces dernières décennies. Et donc, là, on arrive, et peut-être un peu tard, à vouloir fermer le robinet, alors que tout a été déjà extrait. Alors, hiver des données, mais peut-être là où ça devient intéressant, c'est que ça ouvre la voie aussi à la monétisation des datasets. C'est-à-dire que les ayants droit, c'est pour ça qu'ils font l'opt-out, c'est qu'ils demandent de stopper le moissonnage de leurs données, mais ils disent, cas échéant, on peut négocier et arriver sur un terrain d'entente avec des négociations. Donc, l'hiver des données, mais peut-être le corollaire, c'est plutôt monétisation des datasets avant d'ouvrir le robinet. Alors, également ici, 3 défis sur ce constat de hiver des données ou monétisation des datasets. Premier défi, c'est connaître l'étendue d'exceptions, par exemple européennes, de fouilles et extraction de données, puisqu'il existe une exception à des fins de recherche scientifique, il existe une autre à des fins, à toutes fins, dont les finalités commerciales. Et on vient d'avoir une décision allemande du photographe Robert Knetschke contre le dataset Lion, dans laquelle, décision allemande assez surprenante, dans laquelle le tribunal allemand a dit le dataset Lion, qui est un robot crawler qui réussit à indexer beaucoup de données, fait des finalités scientifiques. Et donc, il tombe dans l'exception de text and data mining, pas de problème, licéité de cette indexation des données d'entraînement. En revanche, et je pense que c'est peut-être la bonne nouvelle pour les ayants droit, le tribunal a dit de façon incidente, en revanche, il est douteux, une fois que ce dataset est revendu ou réutilisé pour des finalités commerciales, comme OpenIA ou d'autres modèles d'IA, et bien là, il est douteux qu'on puisse bénéficier d'une exception. On sera probablement dans une violation. Donc, si je résume, cette décision, à mon avis, les datasets qui collectent et qui scrapent la toile pourraient plaider éventuellement l'exception à des fins de recherche scientifique, text and data mining. En revanche, pas la commercialisation ou la revente de ces datasets à des modèles d'IA. Et donc, on revient avec la monétisation des datasets. Mais c'est quand même, il faut surveiller quand même comment on détermine l'étendue de l'exception. Deuxième défi, et pas des moindres, c'est comment assurer l'opt-out. Donc, l'opt-out, souvenez-vous, c'est cette possibilité qu'ont les ayants droit en Europe de déterminer qu'ils souhaitent sortir de ce régime d'exception. Alors, pour pouvoir sortir du régime d'exception, il faut déjà savoir que nos données, en tant qu'artistes ou ayants droit, ont été bel et bien utilisées. Alors ce matin, il a été évoqué, je crois, Have I Been Trained ? Donc c'est un de ces sites qui recense, dans lequel on peut entrer ses œuvres et son nom. Mais on le sait, c'est des sites encore pour l'instant imparfaits. Ils n'ont pas toutes les données et puis souvent, on n'a pas la possibilité d'opt-out directement. Alors, différentes pistes pour assurer l'effectivité de l'opt-out. Premièrement, les codes de conduite. Et là, peut-être aussi des mesures pour ici l'OPC ou d'autres régulateurs. Donc l'IA Act permet aux autorités européennes, en particulier l'Office de l'IA, d'émettre des codes de conduite pour le respect de l'IA Act, dont ces questions d'opt-out et de droit de réservation. Et donc là, à mon avis, les autorités européennes devraient vraiment profiter de ces codes de conduite, d'ailleurs il peut être ensuite approuvé par la Commission européenne, pour proposer les moyens d'opt-out. Dans les moyens, il peut expliquer comment créditer les œuvres. Parce que ça, c'est pas simple. Vous voyez ce que je vous ai montré sur le morceau qu'on va mettre avec du mapping visuel. On a utilisé Stable Diffusion et plusieurs couches d'IA, mais comment est-ce qu'on va créditer tous les auteurs qui ont utilisé et entraîné le modèle d'IA ? Là, il y a un besoin de clarification. Il faut savoir comment pouvoir créditer légitimement les données d'entraînement.
Technologiquement aussi, ou techniquement, il y a des standards, et les codes de conduite pourraient expliquer, au niveau technologique, quel robot et comment un robot pourrait indiquer aux autres robots de moissonnage ce qu'ils peuvent ou ne pas faire. Et puis, autre aspect intéressant, il y a une décision américaine qui a demandé maintenant à OpenAI d'ouvrir leurs locaux. Donc maintenant, le régulateur peut venir à l'intérieur des locaux pour aller faire un audit sur quelles données d'entraînement ont été utilisées. Voilà aussi une piste, à mon avis, qui permettrait d'aller chercher un peu dans la black box. Et puis enfin, juste une mention, c'est quand même intéressant de savoir que les machines n'oublient pas. Donc les données qui ont déjà été utilisées comme données d'entraînement, comme je le disais depuis des décennies, quand bien même aujourd'hui on clarifie le droit, eh bien, les nombreuses données qui ont permis l'entraînement ne peuvent pas être oubliées. Si même on réalise que ça a été fait en violation de droit d'auteur, pour certains spécialistes, il faut détruire, débrancher la machine. Donc bonne chance si vous voulez débrancher ChatGPT aujourd'hui, qui serait selon certains experts la seule manière de faire que machine forget, parce qu'effectivement machines remember. Troisième défi ici, c'est comment assurer l'opt-in. C'est-à-dire, une fois qu'on a demandé l'opt-out, si on veut monétiser son dataset ou monétiser son œuvre, il est possible, à travers l'opt-in, de demander alors de monétiser son œuvre pour que l'œuvre soit incorporée dans des datasets. Alors là, il y a plusieurs pistes intéressantes. Par exemple, en France, il est discuté, est-ce que la Bibliothèque nationale de France ou l'INEA, l'Institut national de l'audiovisuel, peut se positionner comme une plateforme, une infrastructure facilitatrice qui, elle, pourrait donner accès et monétiser les datasets. Il y a évidemment les sociétés de gestion collective, mais là, il existe déjà des infrastructures qui ont énormément de data à disposition, notamment à travers le dépôt légal dans ces différentes institutions. Une autre question très importante, ce sera le prix, parce que là, le prix, il faudra être très attentif à fixer un prix qui est probablement plutôt plus bas qu'une œuvre qui aura été mise sous licence traditionnelle pour être affichée sur le web, puisque les données d'entraînement ne sont pas utilisées pour l'image en tant que telle ou le bien en tant que tel, mais au contraire pour un certain contenu informationnel. Il faudra en tout cas prévoir le prix de la data, et là il va y avoir un marché de la data qui va, à mon avis, se constituer. Une fois de plus, les codes de conduite pourraient l'indiquer. Et enfin, la problématique de la diversité culturelle qui a été évoquée, si le prix est fixé trop haut, si les datasets sont indisponibles, alors il y a un risque que les géants de la tech continuent de s'entraîner sur d'autres datasets, excitent les données européennes, et donc on va avoir des biais où on aura des entraînements faits sur des données non européennes. Troisième partie, je pense que je suis dans les temps, mais voilà, ça c'est les troisième parties, c'est quelques réflexions sur la chaîne de valeur. Donc je reviens maintenant sur les questions de la chaîne de valeur, au-delà de la dimension purement économique du droit d'auteur. Donc pour rappel, on dit souvent à travers les juridictions que le droit d'auteur a pour fonction de stimuler la création artistique au service du bien commun. Donc ça, c'est un petit peu le principe de base. On veut augmenter le gâteau culturel pour que tout le monde, le bien commun, puisse en profiter. En revanche, le numérique a un petit peu bouleversé cet écosystème puisqu'il a une tendance à démultiplier les intermédiaires. À l'époque, on avait surtout les auteurs, par exemple les écrivains, les éditeurs, et puis ensuite les sociétés de gestion, et puis le public. Donc on avait plutôt 1, 2, 3 acteurs. Aujourd'hui, on a une démultiplication, je crois qu'il était évoqué les géants sur les épaules du géant. On a vraiment énormément de couches de personnes qui travaillent sur les mêmes datas, sur les mêmes œuvres, et donc on a un risque de démultiplication des intermédiaires avec une démultiplication des royalties et autres prétentions. Et donc aussi une démultiplication des droits. Si vous regardez l'historique du numérique, le numérique, avec cette démultiplication des intermédiaires, a conduit aussi à ce qu'on augmente des nouveaux droits. On parle souvent d'augmentation ou de renforcement du droit d'auteur. Je pense par exemple aux droits voisins pour les interprètes, mais aussi les droits voisins pour les producteurs de phonogrammes et radiodiffuseurs. Donc vraiment, on a une tendance à augmenter le nombre d'intermédiaires et de droits. Mais alors, quel est le résultat ? C'est que la fonction de base du droit d'auteur semble déstabilisée avec l'IA, en particulier parce que grâce à cette démultiplication des intermédiaires et peut-être même des droits qui profitent plutôt aux grands producteurs, on a une captation de la valeur et une concentration des fonctions créatives et éducatives au sein de quelques entreprises et quelques producteurs. Concentration de la fonction créative, puisque les plateformes ou les producteurs vont déterminer qu'est-ce que l'utilisateur final peut faire en termes de design sur l'interface du modèle d'IA, qu'est-ce qu'il peut créer.
c'est le modèle qui va le déterminer, fonction créative, et puis fonction éducative, à quelles conditions, même contractuelles, un internaute peut réutiliser des œuvres, peut-il y accéder ou non. Donc vraiment concentration des fonctions. Déstabilisation également parce qu'un risque d'inégalité entre les œuvres artificielles, on le disait tout à l'heure, elles sont non protégées a priori, elles peuvent être rendues gratuites, et les œuvres humaines qui sont protégées, donc a priori payantes. Alors le défi, là j'en ai aussi listé 3. Comment faire avec ce résultat de déstabilisation du droit d'auteur avec l'IA? Tout d'abord, il faut, à mon avis, rééquilibrer les fonctions créatives, éducatives du droit d'auteur. Tout ceci peut se faire d'ailleurs selon une interprétation, à mon avis, de la jurisprudence et pas nécessairement une réforme législative. Tout dépend ensuite du point de vue et de l'étendue de la réforme qui est souhaitée. Mais en tout cas, on pourrait souhaiter rééquilibrer les fonctions créatives et éducatives du droit d'auteur. Deuxièmement, je pense qu'il faut tenir compte du fait que les données n'ont pas ou plus de valeur et justement tenir compte des autres dimensions de la valeur, pas uniquement économique, mais de la valeur sociale, subjective, émotionnelle, le narratif de la chaîne de valeur, qui est intervenu à quel moment. Par exemple, on parle souvent du travail créatif invisibilisé. Je crois qu'il a été évoqué tout à l'heure les médiateurs culturels. On peut penser aux ingénieurs de la data. On peut penser à des chercheurs artistiques qui vont passer du temps dans leur labo pour essayer de comprendre certaines choses dans l'expérience. Eh bien, tout ce narratif, toute cette chaîne de valeur doit être, à mon avis, prise en compte au-delà de la seule dimension économique. Et alors, comme piste de solution, là, j'ai listé en tout cas 3 grandes catégories ou 3 recommandations qui vont certainement faire écho aux précédentes. Première recommandation, alors évidemment, on peut simplement agir à travers la technologie. Bon, c'est un peu le code, law by code, excusez-moi. Donc on encode ce qu'on veut par les technologies. Par exemple, on peut utiliser le Web3, donc vous savez, c'est cette web décentralisée type blockchain, pour essayer d'automatiser les mécanismes de rémunération. Vous connaissez sans doute le droit de suite. Il y a beaucoup de plateformes de Web3 qui essayent et qui sont en train d'automatiser, encoder le droit de suite afin que les différents intermédiaires ou les différents ayants droit de la chaîne soient rétribués à leur juste valeur. Voilà, ben là c'est juste un exemple de Super Rare, qui est une de ces galeries en ligne dans laquelle les ayants droit ou les artistes peuvent mettre leurs œuvres et déterminer quel est le droit de suite qu'ils souhaitent, comment est-ce que la circulation de leur œuvre va se poursuivre, à quelle finalité. Donc on peut encoder vraiment les questions rémunération et gouvernance. Deuxième mesure, là on est plus dans le politico-juridique et je présume que l'OPC pourrait avoir un rôle à jouer. Donc première chose, c'est ce que je disais, au-delà de la dimension économique, je pense qu'il est important d'encourager les autres dimensions, le narratif, les dimensions sociales et subjectives de la création, notamment les pratiques artistiques qu'on peut qualifier de non productives, qui n'ont pas vraiment une valeur économique tangible ou très démonstrative, mais qui sont très importantes dans la chaîne. Et là, on peut le faire à travers un fonds de soutien, qui peut être effectivement alimenté par une rémunération sur les modèles d'IA. Ça peut être fait aussi sur un prélèvement sur les plateformes. Donc là, ça fait souvent jaser les lobbyistes quand on parle de taxes. Mais sachez que pour le streaming en France, il y a une tendance maintenant à prévoir des taxes supplémentaires en plus du droit d'auteur. Typiquement, les plateformes de streaming, notamment musique ou Netflix des films, ont une taxe sur le streaming de 1,2, je crois, % sur le chiffre d'affaires français qui alimente un fonds de soutien à la création. Et c'est ça notamment qui finance le CNM, le Centre national de la musique, qui lui ensuite encourage plutôt ces pratiques artistiques non productives. Autre piste, évidemment, c'est le travailleur des arts. Donc, en tant que Suisse, on est très intéressé par votre régime très particulier de protection des artistes pour améliorer leurs conditions de travail. Alors ça, c'est une première série de mesures. Deuxième série de mesures, c'est encourager les codes de conduite, comme je le disais avant, pour apporter clarté sur l'opt-out pour sortir du régime d'exception ou l'opt-in pour réussir à monétiser ces datasets. Et puis troisième et surtout, c'est rééquilibrer les fonctions du droit d'auteur avec, peut-être élargir les exceptions du droit d'auteur si on veut réallouer la fonction éducative pour que le public ait accès aux œuvres, avec cet enjeu de diversité culturelle, puisque les artistes vont vouloir avoir accès aux datasets s'ils veulent continuer de créer. Et puis, retrouver une rétribution de la valeur via un droit à rémunération, là, si on veut réussir à rééquilibrer la fonction créative. Alors, dernière dia pour les conclusions sur cette question de rémunération, focus sur la rémunération. Là, je reviens sur la dimension très économique.
Effectivement, la rémunération, l'idée, ce pourrait être de rééquilibrer les fonctions créatives en réattribuant des valeurs aux artistes, essayer de corriger ce risque d'inégalité entre les œuvres artificielles gratuites a priori et humaines protégées via une rémunération. Donc là, on pourrait prévoir un mécanisme de rémunération ou d'autres mécanismes. On n'en a pas parlé, mais d'autres mécanismes pourraient être par exemple des contrats. Donc il y a une tendance dans l'open source, je ne sais pas si vous savez, type Creative Commons, on entre dans une ère post-open source, selon laquelle maintenant tous les mouvements de l'open source sont en train de redéfinir la définition d'open source et de proposer des licences modulables à travers lesquelles les artistes peuvent déterminer quelle communauté peut bénéficier de la ressource, de la valeur, et donc pas tout un chacun qui peut y accéder, uniquement certaines communautés pour certaines finalités. Donc contrat, vous voyez la perspective du juriste suisse, on essaye de capitaliser sur l'existant sans forcément réformer nos législations. Alors si on entre maintenant dans la réforme législation, on veut faire un droit à rémunération, ça fera écho à ce qui a été dit tout à l'heure. On a deux options. Soit on prévoit un droit exclusif du droit d'auteur, qui est le régime actuel, qui est négociable, puisque les artistes peuvent faire l'opt-out et ensuite, moyennant l'opt-in, négocier leur dataset. Ou alors on prévoit un droit à rémunération qui sera non négociable, puisqu'a priori ce sera une gestion collective obligatoire. Ça va être des données et des redevances prélevées obligatoirement, comme une copie privée pour le disque ou les hardware. On peut prévoir le droit à rémunération de façon non négociable. Juste pour info, les juristes et de l'économie du droit d'auteur, qui sont très économistes, perspective économiste, parlent du principe de Coase et disent que on doit admettre un droit à rémunération uniquement lorsque les coûts de négociation sont trop élevés et qu'il y a trop de parties à table. En revanche, on doit garder un droit exclusif qui doit être négociable lorsqu'il est clair que la négociation va aboutir. Et là, on peut se demander si le droit à rémunération ne devrait pas être prévu pour les secteurs culturels qui n'ont pas de catalogue, qui n'ont pas de pratique de rémunération, pour lesquels c'est plus difficile de négocier. En revanche, est-ce que les ayants droit qui ont déjà des catalogues, type musique ou film, pourraient continuer d'avoir un droit exclusif? En tout cas, le principe de Coase et le principe de l'économie du droit d'auteur plaideraient cette solution. Pour terminer, ça c'est peut-être la question qui sera intéressante à discuter en panel, c'est est-ce qu'il faut effectivement avoir une rémunération basée sur les entrants, sur les inputs, qui est la solution qui a été suggérée, se faire dans l'action 2. Donc d'avoir une rémunération prélevée au moment de l'intrant, donc du dataset. Là, selon certains critiques, ça va avantager principalement l'industrie. Pourquoi ? Parce qu'on va prélever un montant indépendamment de l'utilisation effective qui en sera faite. Pensez au streaming comme Spotify, elle rémunère plutôt les artistes très populaires, en revanche au détriment des artistes en marge, puisqu'on n'a pas une utilisation, un reversement de redevance en fonction de l'utilisation effective, par exemple par stream, mais au contraire avec une méthode de calcul qui est basée sur la masse. Et donc, cette rémunération sur les intrants, pour certains, on va favoriser l'industrie, les producteurs, mais pas le créateur individuel final. Versus, autre solution, rémunération, on pourrait la baser sur les résultats, mais je crois que ça a été dit en action numéro 1. Là, pour certains critiques, c'est une solution, en tout cas, qui garantirait, qui profiterait aux artistes individuels, puisqu'on prélèverait uniquement la rémunération en fonction de l'utilisation effective. Donc, si je donne un exemple concret, si j'utilise DALL-E ou Midjourney pour faire une image, si j'ai la rémunération basée sur les intrants, eh bien, Midjourney va reverser des redevances, peu importe de l'utilisation que moi j'aurais fait finale, puisqu'elle paye déjà à la source lorsque j'ouvre le robinet. En revanche, l'autre solution basée sur les résultats, lorsque je vais moi créer une image grâce à Midjourney, c'est à ce moment-là que ça va déclencher une rémunération qui sera par ailleurs calculée au prorata des utilisations faites. Là, on entre dans les questions technologiques. Je sais qu'il y a un expert ici. Je crois que quelqu'un a parlé tout à l'heure de poinçonnage, ou en tout cas, il y a des technologies qui permettent le watermarking et de faire une traçabilité des datasets qui pourraient, a priori, permettre de rémunérer de manière beaucoup plus granulaire et précise. Beaucoup de notions, on en parlait tout à l'heure avec Julien, en 20 minutes pour essayer de synthétiser des notions qu'on enseigne en des semestres entiers. J'espère que j'ai tenu le temps et je me réjouis de la discussion. Merci de votre attention.